voudrais sans l'animer vous parler d'elle. La Semaine sanglante, c'est la boucherie la plus importante de l'histoire européenne du 19e siècle. Donc c'est une véritable tuerie. C'est vraiment des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Donc en une semaine en plus, c'est ça. C'est que c'est un temps extrêmement réduit. Donc ça n'a rien à voir avec d'autres tueries qui ont pu avoir eu lieu. Il s'agit de mettre un terme à une révolution. D'abord, au fait que cette révolution soit dans Paris, donc à Paris, ville libre et ville indépendante, à une révolution et surtout à une révolution sociale. Et puis il y a la peur du manifeste du peuple qui s'ajoute à ça. C'est dit après aussi d'ailleurs par Edmond de Goncourt qui est anticommunard mais qui reste à Paris pendant la Commune, dans son journal qui dit très clairement que on est tranquille pour 20 ans, la société va pouvoir se reposer pour 20 ans parce que il y a une génération des révolutionnaires qui a été massacrée. Donc il a eu l'expression, donc on ajourne la révolution d'une conscription. Donc là c'est parfaitement clair. Des blessés, nous n'en faisons pas, m'a dit un adjudant. Et les nôtres ont les chirurgiens du régiment qui les dirigent sur des points spéciaux. Mais si vous voulez enlever ces charognes, vous nous rendrez un vrai service. Elles nous empuantent depuis 2 jours. Il s'est tu. Heureusement, je voyais rouge. 1, 2. Nous hissons les charognes dans la charrette. Voilà que les soldats eux-mêmes tirent notre rosse par la bride et poussent à la roue pour que nous emportions vite les macabées qui vont leur flanquer la peste. Sur un de ces macabées-là, que nous avons ramassé derrière un tas de bois, dans un chantier, les mouches bourdonnaient comme sur un chien crevé. Nous en avons 7. Il n'en peut plus tenir. Et mon tablier n'est qu'une grande plaque de sang caillée. Les lignards même détournent les yeux, et nous galopons libres dans un sillon d'horreur. « Où allez-vous » interroge une dernière sentinelle. « Là, à l'hôpital Saint-Antoine. » C'est plein de porte-brassards. Je marche droit à eux et leur signale mon lot de chair humaine. « Versez vos corps dans cette salle !» Elle est pavée de cadavres. Un bras me barre le passage, un bras que la mort a saisi et fixé dans un héroïque défi, tendu, menaçant, avec un poing fermé qui a dû effleurer un nez d'officier devant le peloton d'exécution. On est en train de fouiller les victimes. Sur l'une, on trouve un cahier de classe. C'est une fillette de 10 ans qu'un coup de baïonnette a saigné comme un cochon, à la nuque, sans couper un petit ruban rose qui retient une médaille de cuivre. Sur une autre, une queue de rat, des besicles 4 sous et un papier qui indique qu'elle est garde malade et qu'elle a 40 ans. Par ici, un vieillard dont le torse nu émerge au-dessus du charnier. Tout son sang a coulé et son masque est si pâle que le mur blanchi contre lequel on l'a adossé en paraît gris. On dirait un buste de marbre, un fragment de statue tombée aux gémonies. La semaine sanglante, ça se passe dans chaque quartier, ça se passe en 2 temps. Il y a un premier temps qui est une guerre des rues, des barricades. Les gens défendent leurs rues, ou les rues. C'est une guerre, c'est violent, c'est meurtrier, mais c'est une guerre des rues classique. Et puis dès que le quartier est investi, l'armée se transforme en police. Elle monte dans les immeubles, elle fait descendre les gens, et puis on tue n'importe qui. Les gens parce qu'ils ont une mine d'insurgés, parce qu'ils ont les mains noires, parce que peut-être ils ont tenu un fusil et ce sont des traces de poudre. Pour une raison ou pour une autre, on tue des milliers de personnes contre lesquelles on n'a vraiment rien de sérieux. Donc cette guerre dure du 21 mai au 28 mai, le temps que l'armée versaillaise, assez lentement à vrai dire, parce qu'elle veut avoir le temps de nettoyer tout, arrive au fin fond du 20e arrondissement. Et puis là, c'est terminé, la dernière barricade. Jean Grave est l'un des plus fameux anarchistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Mais en 1871, il n'est encore qu'un gamin.
un apprenti ouvrier qui habite rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. C'est donc du haut de ses 16 ans qu'il assiste au massacre de son quartier ouvrier. Voici comment il se rappelle dans ses mémoires. Nous étions à la fin de la commune. C'était un dimanche, le 21 mai. Un nommé Ducatel s'aperçut que les fédérés avaient évacué le bastion du côté du Point du Jour. Il s'empressa d'en avertir les Versaillais, qui entrèrent dans Paris, et se déployant le long des fortifications, furent bientôt maîtres de divers quartiers. Mon père arriva quelque temps après. Il était de garde au Val-de-Grâce. La commune, paraît-il, avait soi-disant donné l'ordre que les fédérés se défendraient chacun dans leur quartier. Je travaillais avec ardeur à la construction d'une barricade toute la journée. Chaque passant était requis d'ajouter son pavé. Quelques-uns ne le faisaient qu'en rechignant. Du reste, ils n'étaient pas pressés avec ardeur. Nombre d'entre eux passèrent sans rien mettre. Je ne rentrais à la maison qu'à la nuit, espérant y retourner le lendemain, participer à la défense si elle était attaquée. Mais il me fut défendu de ressortir. Du reste, je crois qu'elle fut attaquée de bonne heure et qu'il aurait été impossible de sortir de la maison. De la place d'Italie, il pleuvait une averse d'obus et de mitrailles. Et lorsque j'allais jeter un coup d'œil à travers une mince ouverture de la porte, toute la maison gueulait après moi. Je dus me borner à vaguer à travers la cour où je ramassais 2 ou 3 petits éclats d'obus et un biscaïen qui manquait de me tomber sur la tête, dégringolant du toit. Quant à la pauvre barricade, elle était défendue par 3 ou 4 fédérés au plus, dont 2 jeunes garçons de 17 ou 18 ans. Tout était à peine terminé quand nous vîmes les lignards envahir l'immeuble et y perquisitionner. Un mur assez bas était la seule séparation des 2 maisons. Les fouilles étaient menées par un sergent, qui était saoul de rage et d'alcool probablement. Par la fenêtre du logement, il me mit 2 fois en joue, parce que j'étais dans la cour. Je dus me résoudre à remonter chez nous. N'étant pas sorti du quartier tout le temps que dura l'agonie de la commune, je ne vis rien de la répression. La seule trace que j'en vis, si j'écarte les fusils brisés, les tas de cartouches jetés dans la rue et les débris de vêtements des gardes nationaux, ce fut des débris de cervelle sur des pierres, dans le terrain qui entourait Saint-Médard. Un homme avait dû être massacré là. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et du pendu. Au mur. Si on regarde du point de vue quantitatif et puis du point de vue des exactions, c'est une violence qui est une violence versaillaise, ça il n'y a pas de doute. Dès que les troupes versaillaises entrent dans Paris, elles se livrent à des fusillades sommaires, en masse. Dès le 23 mai, il y a l'institution du cours prévôtal dans chaque quartier qui est reconquis. Donc là, on juge, entre guillemets, sans avocat, sans appel. Et puis après, il y a ceux qui sont envoyés à la queue, comme disait un certain nombre de communards, donc c'est-à-dire qu'ils sont envoyés pour être exécutés en masse. Et puis il y a ceux qui sont faits prisonniers qui iront rejoindre Versailles. Donc, il y a cet aspect-là, et c'est ce qui donne lieu, par exemple, à toutes ces exécutions dans tous les parcs, les gares, etc., au Jardin du Luxembourg, par exemple, avec la cour prévôtale qui est la cour du Luxembourg, au Sénat, au Palais du Luxembourg. Et puis, il y a de toute façon, il y a des fusillades sommaires. Quand les soldats versaillais avancent, il n'y a même pas de cour prévôtale, on fusille, quoi. Voilà. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et du pendu. Au mur. Montmartre, d'où était partie l'insurrection le 18 mars, a été pris dès le 23 mai. La stupéfaction générale, même des vainqueurs d'ailleurs. La semaine sanglante commence le 21 mai, c'est un dimanche. Le 24 mai 1871, c'est mercredi. Le feu a été mis à l'hôtel de ville de Paris par les communards. Et ce qui était probablement une très grossière erreur. Mais en tout cas, les membres de la commune se sont retrouvés à la mairie du 11e arrondissement où nous sommes pour se réunir et puis continuer à mener la guerre contre Versailles, qui s'est déplacée sur le boulevard Voltaire et les alentours à ce moment-là. C'était déjà un lieu que moi je trouve important dans l'histoire de la commune. Sur la place devant la mairie, qui s'appelait Place Voltaire à l'époque, il y avait aussi les locaux du journal Le Prolétaire, qui est un journal qui est paru
que quelques fois pendant la Commune, mais son dernier numéro est paru justement le 24 mai, donc je pense que c'est le dernier journal qui paraît, un des derniers journaux qui sont parus pendant la Commune, journaux communards, je veux dire. Il y a beaucoup d'endroits qui brûlent. Bon, l'hôtel de ville, c'est les communards qui ont mis le feu, mais il y a d'autres endroits qui brûlent parce que c'est la guerre et qu'il y a des obus qui mettent le feu, notamment au ministère des Finances, qui est assez spectaculaire parce qu'il y a beaucoup de papier. On ne va pas rendre la ville intacte aux Versaillais. C'est pas possible. On rêve de Moscou en 1813. On rêve de villes espagnoles qui ont aussi refusé de se rendre et qui ont préféré se brûler. Donc ça fait partie de certaines rêveries, pas partagées par tous, mais qu'on voit venir déjà dans le courant du mois de mai. Et clairement, je pense que pour beaucoup, c'était insupportable de rendre à Versailles les Tuileries, là où avait eu lieu toute la symbolique de la reprise du pouvoir populaire, avec ces grands concerts qui avaient eu lieu. Puis pareil, rendre l'hôtel de ville, qui avait été la symbolique de ce pouvoir de la Commune, on peut le comprendre. Évidemment, tout ça est quand même à relativiser quand on voit l'ampleur du massacre auquel les Versaillais procèdent pendant la semaine sanglante. Puisqu'évidemment, voir Paris brûler, c'est un événement aussi visuel extrêmement fort. Énormément de représentations, de tableaux, d'images de la Commune montrent ces incendies et donc sont un point sur lequel va s'appuyer beaucoup la mémoire du Parti de l'Ordre contre la Commune. Insister sur les incendies, elle va d'ailleurs réduire la Commune pratiquement à cet épisode. On sait aussi quand même par différents travaux que une partie de ces incendies ont été déclenchés par les tirs de l'artillerie versaillaise, une partie des destructions, mais c'est vrai que les Tuileries ou l'hôtel de ville, pour ne parler que de ces deux grands bâtiments, ont été brûlés sur ordre de l'armée, de généraux ou de membres de la Commune. Et les gardes nationaux ont bien participé, bien sûr, à ces mises à feu de ces grands bâtiments. Et on peut le comprendre, pour autant, la pétroleuse, c'est un mythe parfait, et complet, ça a été entièrement démontré par l'historiographie. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu pendu. Au mur. Dans les quartiers conquis, il n'y a eu ni pétroleurs ni pétroleuses. Eh bien, c'est par milliers qu'on fusilla des malheureux, et surtout des malheureuses pour un geste suspect, pour une bouteille d'huile ou d'eau de javel trouvée dans leurs mains, ou simplement pour un soupçon, pour la dénonciation d'un ennemi. Les journaux de mai sont littéralement remplis du récit de ces exécutions. On fusille une femme parce qu'une ouvrière croit l'avoir vue et dit l'avoir vue jeter du pétrole. On fusille une femme parce qu'on l'a vue inspecter de trop près l'opéra comique. Le journal ajoute bien qu'on découvre du pétrole sur elle, mais après qu'elle est morte. Le premier moment de surexcitation passé, les journaux déploraient les erreurs commises. Hier, quartier des écoles, dit le Siècle du 31 mai, une pauvre femme a été mise en morceaux pour avoir acheté de l'huile d'olive. Une autre fois, c'est une malheureuse allant faire la lessive et portant de l'eau de javel qui est fusillée. Au mois de juillet encore, la légende faisait des victimes. Un ancien interne de la Riboisière m'affirme qu'on a fusillé sous les fenêtres de l'hôpital des femmes sur lesquelles on avait trouvé un paquet d'allumettes ou un rat de cave. En pareil cas, le rat de cave s'allongeait de récit à récit. Je lis dans La Liberté du 31 mai, on a arrêté ce matin, rue Montmartre, une femme dans les poches de laquelle on a trouvé 134 mètres de mèche de pétrole. Vous avez bien lu, 134 mètres. Quelle poche de celle qui contenait un tel paquet. Un journal versaillais rapporte le mot d'un soldat breton, qui donne bien l'idée de l'état d'esprit des massacreurs. On rencontrerait le bon Dieu lui-même, disait-il, que si on ne lui trouvait du pétrole, je le fusillerais. C'était chose sinistre que cette fureur qui joncha Paris de victimes. En des temps comme ceci, dit le Times du 29 mai, un soupçon vaut une recommandation, et c'est perdre son temps que d'essayer une défense qui ne sera pas écoutée. Dans le numéro de la veille, le journal anglais décrit les exécutions des femmes au Port-Royal. Je vis 4 hommes, dit le correspondant, s'emparer de 2 femmes à 8h du matin près des magasins du Louvre. Elles furent conduites à coups de pied et de poing jusqu'à la porte du Palais Royal. Et là, on les força à s'agenouiller devant le monument en flammes. Une femme sortit de la foule et s'annonça comme la sœur d'une des prisonnières. Elle fut brutalement repoussée, pendant qu'une douzaine de soldats s'avançaient et les fusillaient tranquillement.
Un morceau de tapis fut jeté sur leur corps, et chacun alla à ses affaires comme si rien ne s'était passé. Des scènes semblables qui se produisaient dans tout Paris. On en a vu plus haut des exécutions en masse de prétendues pétroleuses. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et nu pendu. Au mur. Il y a quand même 40 000 personnes qui ont été arrêtées, mine de rien. Donc parmi lesquelles il y avait pas mal de femmes. On avait beaucoup agité une sorte de spectre qui était les pétroleuses. C'était un truc, sous un autre nom qui avait déjà existé, par exemple en juin 48. Les femmes qui sont dans la rue font peur, ça c'est clair. Le jour où on a voulu les juger, on en a trouvé quelques-unes, on a appelé ça le procès des pétroleuses. Elles ont été condamnées, c'était 5 je crois, quelques-unes à la peine de mort, et puis on a commué leur peine, elles ont été envoyées au bagne, c'est-à-dire pas en Nouvelle-Calédonie, parce qu'au bagne en Nouvelle-Calédonie, on a surtout envoyé des hommes, je crois à peu près aucune femme qui a été envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie, et puis elles ont été envoyées en Guyane, où on les a oubliées. Au point qu'il y en a 2 qui ont réussi à revenir après l'amnistie des communards, et on les voit apparaître dans un journal, elles sont à l'enterrement de je sais plus qui, d'un communard, et le journaliste, mais ça se passe en 1882, juste après, quoi. Et le journaliste, il écrit leur nom, et il écrit pas les bons noms, c'est pas les bonnes femmes, et même là, déjà, il écrit n'importe quoi. Voilà. Donc, les historiens n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour les retrouver, et puis c'est vraiment très très difficile. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et nu pendu. Au mur. Les cadavres, on les exhibe. Parfois, on les exhibe dans leur nudité. On les entasse. Et il y a eu des témoignages de maltraitance infligée sur les corps. Piétiner ces corps, voilà, pour montrer par cette absence totale de respect du mort qu'il fallait en finir avec cette bête à laquelle souvent les ennemis de la commune la comparaient. Donc c'est vraiment l'idée qu'ils sont déshumanisés, qu'ils sont animalisés, parce qu'il y a beaucoup de métaphores qui les rapprochent de la vermine, des bêtes sauvages. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et nu pendu. Au mur. Alors, les ordres de grandeur, c'est des dizaines de milliers. Des milliers, ça très certainement. À partir des années 70, on dit 17 000 morts. C'est l'enquête parlementaire aussi qui avance ce chiffre de 17 000 morts. C'est un chiffre qui est repris par Lisa Garay en 76 et qui dit que c'est probablement ce chiffre est sous-estimé. Au moment de la campagne pour l'amnistie, en 79 et en 80 surtout, il y a Camille Pelletan qui fait ses articles dans La Justice, dont il va tirer un livre la semaine de mai, qui a été réédité, où il avance le chiffre de 30 000 morts. Alors ça, c'est ce qui est avancé dans les années 70 et 80, et puis donc le chiffre de 20 000 qui a été avancé par Lisa Garay va être repris, et ça va être une estimation pendant plusieurs années. Après, Jacques Rougerie lui-même avait dit que compte tenu de toute la population, plus de 100 000, voire 150 000, voire 180 000, toute la population qui manquait à Paris dans les années 1870, donc si on enlevait tous ceux qui étaient morts pendant la guerre, tous ceux qui étaient morts pendant le siège, tous ceux qui étaient partis, plus les 40 000 environ prisonniers, donc si on enlevait de ce chiffre de 100 000, voire plus de 100 000, cet ensemble, on arrivait à une répression qui tournait autour de 20 000, 25 000 morts. Donc voilà, c'est ce que disait Jacques Rougerie. Et puis après, ce qu'a dit Robert Thoms, qui a minoré le chiffre de morts. Il a minoré d'abord à 10 000 et puis ensuite en dessous de 10 000. Donc pour arriver, disons, autour de 6 000, entre 5 700 et 7 400.
donc en dessous de 10 000, sachant que Maxime Ducamp lui-même en 1880 disait 6 500, donc voilà, on reproche aussi à Tombs de retrouver les chiffres de l'anticommunard Maxime Ducamp. Ça a été contesté par d'autres historiens, par un certain nombre d'historiens, dont Jean-Louis Herbert, dont John Merriman, et tout le travail de Michel Audin, qui est allé recompter, et surtout qui a pris donc les inhumations dans les cimetières, pas seulement à Paris, mais aussi autour de Paris, et puis pas seulement jusqu'au 30 mai, mais aussi après, entre autres. Et elle arrive à une estimation d'un minimum de 15 000, probablement plus. Donc voilà, il y a toute cette controverse autour des chiffres de la commune, mais là, je pense qu'avec ce qu'a fait Michel Audin, on peut difficilement dire, à mon sens, qu'on est autour de 6 000. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et nu pendu. Au mur. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des morts dans toutes les rues. Il y a des cadavres partout. Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres, comme a dit Monsieur Thiers. Et puis ces cadavres, on ne peut pas les laisser dans la rue comme ça. Donc il faut en faire quelque chose. Donc il y en a pas mal qui sont emmenés dans les cimetières. Il y en a d'autres qui sont brûlés sur place ou qui restent ensevelis pendant des dizaines d'années dans des chantiers où on retrouve quand on va construire le métro, par exemple. Voilà. Mais il y en a pas mal qui arrivent dans les cimetières. Ici, on est au cimetière de Charonne. Alors, c'est très intéressant, le cimetière de Charonne, parce que c'est un tout petit cimetière. Mais il est tout au bout de cette histoire de conquérir le 20e arrondissement. Et puis, il faut se mettre à la place des employés des cimetières quand on leur apporte des morts. Donc on leur apporte 500 morts d'un coup, 500 cadavres. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne sont pas supposés enterrer des gens comme ça, qui n'ont pas d'acte de décès, dont on ne sait pas qui c'est, qui sont des inconnus. Donc suivant les cimetières, par exemple le cimetière Montmartre, je pense que les employés ont noté tous les inconnus qui arrivaient avec un nombre. Ici c'est le contraire, les employés ne notent rien. Pourtant, on a des archives des pompes funèbres que j'ai découvertes grâce à mon ami Maxime Jourdan quand je travaillais sur la Semaine sanglante précisément, et qui nous disent qu'il y a au moins 732 cadavres qui ont été amenés ici par les pompes funèbres, et donc il y a 0 trace dans les registres d'inhumation. Donc c'est juste pour dire que c'est pas parce qu'on voit des inconnus enterrés quelque part qu'on a tous les inconnus. Alors ceux-là, on les a retrouvés 30 ans plus tard en faisant des travaux dans le cimetière. Mais bon, on ne sait pas qui c'est bien sûr. Voilà, donc c'est un cimetière qui a l'air comme ça charmant, petit, mais il y a quand même, quelque part, on a enterré 800 morts sans qu'ils laissent de traces. Donc c'est extrêmement compliqué de compter les morts. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et nu pendue. Au mur. Quant aux pompiers, ils furent exterminés. Sur les 1100 qui restèrent à Paris, m'affirme-t-on, il y en eut plusieurs centaines de fusillés. Ceux qu'on ne fusilla pas furent arrêtés. Au reste, on les tenait pour suspects avant les incendies. Et le lundi ou le mardi matin, on les mettait dans les convois de prisonniers, probablement parce qu'ils étaient restés et avaient réélu leurs officiers. C'était considéré comme un acte d'adhésion à la commune. Mais dans la période qui suivit, on en exécuta un grand nombre. Ce matin, à l'heure où j'écris rue du Vieux Colombier, un détachement entraîne 20 officiers de pompiers. Le Petit Moniteur, 29 mai. 15 pompiers ont été fusillés avant-hier pour avoir mis le feu à des maisons de la rue Royale. La Liberté du 27 mai. Au moment où j'écris, au-dessous de ma fenêtre, passe, entre 2 rangs de cavaliers, le pistolet à la main, un convoi d'environ 250 pompiers. Times, 26 mai. Nous verrons plus tard, boulevard de Reuilly, une exécution de 19 pompiers. L'uniforme suffisait pour dénoncer un homme. Or, le gouvernement avait appelé à Paris les pompiers de toute la France pour éteindre les formidables incendies qui brûlaient encore. Il en a couru même de l'étranger.
Et après avoir fait appel à leur dévouement, on en arrête et on en fusille quelques-uns. Le soir du 28 mai raconte l'histoire de 3 pompiers d'une commune voisine de Versailles, venus à Paris pour éteindre des incendies, arrêtés là et qui connurent les douceurs de Satory. D'autres eurent plus de malheur encore. J'ai reçu une lettre où je lis. Il résulte qu'une enquête faite par le commissaire de police du pont de Flandre en juillet 1871, que 2 pompiers du département de l'Oise, venus pour éteindre l'incendie de Paris, ont été fusillés sur le pont de l'Ourcq, canal de la Villette, par la troupe. Et cela au moins 3 jours après que la troupe était maîtresse du quartier. L'un était père de famille, l'autre célibataire. Ce fait eut pour témoin le marchand de plâtre qui est à l'entrée du pont. L'un a été fusillé à l'entrée, l'autre au milieu. Leurs cadavres sont restés encore assez longtemps sur le pont pour que tout le quartier s'en souvienne. Celui qui vous donne ce renseignement était alors inspecteur de police dans ce quartier et chargé des recherches. Suivez la signature et l'adresse. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et vendue. Au mur. Camille Pelletan, un journaliste radical, a fait une enquête en 1880. Il est passé dans les cimetières, il est passé partout. En 1880, il y avait encore des témoins, c'était pas très longtemps après. dont aucun n'était communard, parce que les communards étaient soit morts, soit exilés, soit déportés, soit... Voilà, donc c'était pas des partisans de la commune à tout craint qui lui ont parlé, et il a compté qu'il y avait sans doute eu 30 000 morts. Et là on est en 1880, et puis après, pendant les 140 années qui ont suivi, personne n'a rien fait. On a continué à se battre avec des 6500 morts, 30 000 morts. Personne n'a jamais compté les morts de la semaine sanglante. J'ai compté les morts de la semaine sanglante, parce qu'il y a des archives, quoi. C'est un peu dommage. Moi, j'écris pas sur les historiens, j'écris sur la commune, sur les communards, mais ça serait quand même bien de comprendre pourquoi personne n'a rien fait. Même le livre de Pelletan, La semaine de mai, qui était un livre remarquable, il n'a jamais été réédité. Enfin, il a été réédité il y a 2 ans parce que je l'ai fait moi, mais voilà. Donc, en fait, bon, disons qu'il y a eu 30 000 morts pendant la semaine. C'est quand même un massacre de masse en plein Paris dont personne n'a jamais entendu parler. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des raisons politiques, je ne sais pas. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue. Au mur. On peut comprendre les exécutions d'un certain nombre d'otages, près de 100. Ces exécutions sommaires, dans des conditions très dures aussi, ont beaucoup été mises en avant dans la mémoire du Parti de l'Ordre. C'est un peu difficile de comparer les violences. Est-ce qu'il y a une symétrie? Non, il y a pas. C'est assez difficile d'établir une symétrie. Après, il y a aussi de la violence du côté des insurgés, mais le décret sur les otages, donc certes, date d'avril 1871. Il y a un certain nombre de personnes qui sont otages de la commune, notamment des ecclésiastiques, mais aucun n'est exécuté avant la semaine sanglante. Donc, et quand il y a l'exécution des otages, en fait, l'armée versaillaise a déjà fusillé en masse. Donc, l'armée versaillaise fusille en masse quand elle entre dans Paris, et à partir du milieu de la dernière semaine de mai, il y a ces exécutions d'otages. En nombre, en plus, rien n'est comparable. Après, la comparaison, c'est toujours difficile. En tout cas, d'opposer une violence à une autre, mais rien n'est comparable puisqu'il y a une centaine d'otages et d'ecclésiastiques qui sont tués par les insurgés, qui sont exécutés par les insurgés. En face, c'est des milliers et des dizaines de milliers de morts. La commune, à aucun moment, ne décidera d'exécuter les otages. La plupart des membres de l'Assemblée de la commune s'opposeront à toute atteinte portée à l'intégrité physique des otages. Et Jules Vallès en rendra compte d'ailleurs dans l'Insurgé. Mais finalement, ces otages seront exécutés pendant la semaine sanglante, dans le chaos total de cette semaine sanglante. Et par le fait qu'il y avait déjà des milliers de morts. Donc finalement, les otages ont été exécutés, mais essentiellement par le fait du
une partie de la population qui, voyant autour d'elle des montagnes de cadavres, des charniers en fait, des gens fusillés, presque à chaque coin de rue, eh bien les otages sont exécutés et parmi eux donc beaucoup de prêtres et l'archevêque de Paris lui-même, Monseigneur Darbois. La guerre commencée par Versailles le 2 avril était tellement violente que l'armée versaillaise, qui ne considérait pas que c'était vraiment une guerre, n'a donc pas respecté les lois de la guerre et en particulier a fusillé les prisonniers. Et donc ça a mis vraiment l'Assemblée communale dans le désespoir, d'autant plus qu'il y avait deux de ses membres qui avaient été tués, Émile Duval et Florence. Et ils ont voté à l'unanimité le décret des otages qui disait qu'à chaque fois qu'un prisonnier communard serait maintenant fusillé, on allait fusiller des otages à la place. Ce décret n'a jamais été appliqué, mais il montre juste que la commune n'a jamais pris position contre la peine de mort. Plus ou moins le matin du jour où on a appris que la commune avait voté ce qu'on a appelé le décret des otages, dans le même temps, la population du 11e arrondissement était très contente de brûler les guillotines et de se positionner justement contre la peine de mort. C'est une image de la démocratie pendant la commune. Et donc le 6 avril 1871, il y a un sous-comité, donc il y avait beaucoup de sous-comités encore au mois d'avril qui faisaient montre de la démocratie locale. Il y avait un sous-comité de la garde nationale qui avait décidé d'aller chercher 2 guillotines qui étaient stockées rue de la Folie-Regnault, donc juste derrière, pas très loin. Ils les ont amenés devant la mairie et là il y a eu une grande fête populaire dès le matin. C'était le 6 avril, c'était un jeudi matin, et une grande fête populaire où on a brûlé ces 2 guillotines juste devant la mairie du 11e. Les gardes nationaux du quartier, du 11e arrondissement, sont tués près de la Madeleine. Il y en a une 60aine d'un bataillon qui sont massacrés près de l'église de la Madeleine. Et donc leurs amis, leurs voisins, leurs collègues sont complètement dévastés par cette annonce. Et ce qui entraîne un certain nombre d'épisodes dramatiques, et notamment l'exécution de 6 otages à la prison de la Roquette. Il faut bien voir qu'il y a une propagande aussi dans cette armée. Donc auprès des soldats versaillais, on diffuse en masse toute la presse anticommunarde. Et cette presse anticommunarde décrit la commune comme un dérèglement moral, un dérèglement sanglant, qui met Paris à feu et à sang, des communards qui sont des criminels. Et donc, il y a aussi ça, il y a toute la propagande qui a été faite contre la commune à Versailles. Quand le jour parut, la pluie commença à tomber. On nous fit alors entrer dans un grand bâtiment qui devait être une usine abandonnée, et on nous donna du pain auquel je n'eus pas le courage de toucher. Puis on se remit en route. À la nuit tombante, nous arrivâmes à Satori. Là, nous fûmes accueillis par des huées et des insultes. « Les communards, voilà les communards, les canailles, les incendiaires !»« À mort !» hurlait une foule en délire contre les fureurs de laquelle les dragons de notre escorte avaient peine à nous protéger. Nous entrâmes dans une grande cour, au milieu de laquelle des hommes, des prisonniers comme nous, étaient étendus pêle-mêle, et à tour de rôle, nous défilâmes devant un officier énorme qui se tenait sur le seuil d'un hangar. Bientôt, on nous installa dans un grenier, où je reconnus quelques amis arrêtés dans les divers quartiers de Paris. Madame Millière, dont le mari avait été fusillé au Panthéon, Mesdames Derem, Barrois, Béatrice Excoffon et sa mère, Mariani, et enfin, la sous-maîtresse de mon école, Malvina Poulain. On a environ 40 000 prisonniers communards et communardes. C'est énorme. C'est absolument énorme. Ça fait 40 000 personnes à peu près, qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés et qui vont être jugés. C'est absolument impressionnant comme chiffre, parce qu'il y a la semaine sanglante. Alors après, il y a les controverses sur le nombre de morts pendant la semaine sanglante,
Mais la répression ne s'arrête pas avec la semaine sanglante. Il y a toute la répression judiciaire. Thiers lui-même dit qu'il doit y avoir une expiation, puisque c'est le terme qu'il emploie, une expiation légale, qui va être complète. Et il y a cette masse de prisonniers. Alors, on dit parfois que, effectivement, il y a certaines personnes qui sont arrêtées, qui peuvent être relâchées dans les jours qui suivent. Il n'empêche qu'elles sont arrêtées. Et c'est un climat. Il faut imaginer ce que ça veut dire Paris au mois de juin, notamment pour ceux qui ont pris part ou qui avaient des sympathies pour la commune. 40 000 personnes environ qui sont arrêtées. Donc ça veut dire des quartiers aussi entiers qui sont quadrillés. J'insiste là-dessus parce qu'il y a la répression, il y a la semaine sanglante, mais il y a aussi tout ce qui vient derrière. Quand j'entrai, les prisonnières de la commune se jetèrent à mon cou et me procurèrent aussitôt quelques vêtements, car les miens étaient trempés. Les effusions calmées, quelques-unes s'endormirent pendant que je déchirais en petits morceaux les papiers que j'avais sur moi et que les Versaillais n'avaient pas songé à m'enlever. Oh, ces nuits de Satori, je me les rappellerai toujours. Par une fenêtre à laquelle il était défendu de regarder sous peine de mort, mais qu'avais-je à craindre, moi, puisque je savais que j'allais être fusillé, j'apercevais de temps à autre des ombres qui glissaient dans la boue, des prisonniers qui se levaient péniblement et suivaient des soldats porteurs de lanternes. Puis j'entendais bientôt le bruit sec des fusils que l'on arme et les feux des pelotons qui couchaient les condamnés dans les fosses creusées d'avance par les victimes elles-mêmes. Ces exécutions en pleine nuit avaient quelque chose d'horrible, de sinistre, d'écœurant. Pendant 7 jours et 7 nuits, j'attendis que l'on vînt aussi me chercher pour me conduire devant les poteaux encore humides du sang de mes frères. Mais j'attendis en vain. Je finis presque par croire que l'on m'avait oublié. Il y a eu beaucoup de jugements par des tribunaux de guerre, en fait, des conseils de guerre. Donc il y a beaucoup d'exécutions qui ont suivi la semaine sanglante. Des gens qui ont été bien sûr déportés, on le sait, dans des bagnes, et beaucoup en Nouvelle-Calédonie. On connaît souvent la figure de Louise Michel qui dit mais elle veut mourir avec ses frères. Elle a un grand amour, plein d'admiration pour l'un des élus de la commune, un jeune homme, parce que beaucoup sont jeunes aussi, parmi ces élus de la commune. En l'occurrence, Théophile Ferré. Et Théophile Ferré va être condamné à mort. Et Louise Michel veut se sacrifier, elle veut montrer qu'elle a une tout aussi grande part dans cette histoire. D'ailleurs, c'est d'un point de vue qu'on dirait aujourd'hui féministe, même si elle n'emploie pas ce terme. D'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment d'égalité devant l'échafaud ou le peloton d'exécution. Et elle a un rapport très fort aux morts, justement. Voilà, les morts qu'il faut venger, les morts qu'il faut rejoindre, les morts qu'il faut avoir avec soi pour combattre dans l'avenir. Alors, ces 40 000 environ prisonniers qui vont être jugés, en fait, il y a un peu plus de 20 000 ordonnances de non-lieu. Encore une fois, ça n'empêche pas qu'ils sont d'abord arrêtés et qu'ils sont d'abord emprisonnés. En fait, il y a 50 000 décisions des conseils de guerre parce qu'il y a parfois des doubles décisions, parfois des triples décisions, parce qu'il y a une confusion aussi vis-à-vis de ces prisonniers, vis-à-vis des personnes qui sont arrêtées, etc. Bon, bref. Et donc, sur ce chiffre-là, on a plus de 10 000 condamnations qui sont prononcées de façon contradictoire, c'est-à-dire donc avec des personnes qui ont été arrêtées et qui assistent à leur jugement. Plus de 10 000 donc, personnes condamnées de façon contradictoire et plus de 3 000 qui sont condamnées par contumace, donc pour ceux qui se sont exilés, pour ceux qui ont réussi à échapper à la répression. Donc là, c'est énorme aussi. Et sur plus de 10 000 condamnations contradictoires, disons environ 10 000, il y en a donc environ 4 000, entre 3 500 et 4 000 qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie, qui sont condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. L'administration jugea sans doute qu'il était dangereux de nous laisser à la maison d'arrêt de La Rochelle, car quelques jours après, un petit vapeur, la Comète, nous transportait à Rochefort.
C'est là que nous devions embarquer à bord de la Virginie. Des barques avaient tout le jour accompagné la comète. De ces barques, on nous saluait de loin. C'était sans doute quelques amis qui avaient tenu à venir nous dire adieu. Dans un petit bateau, 2 hommes et 3 femmes agitaient leurs mouchoirs. Pour les saluer, je pris mon voile noir. Sur la Virginie, on nous répartit dans nos cases. La plus grande cage de tribord arrière était occupée par Madame Leblanc avec ses enfants, un garçon de 6 ans et une petite fille de 5 mois, née dans les prisons de Versailles. J'occupais aussi cette case. En face de nous étaient Henri Rochefort, Ménager, Passedoué, Wolowski, Henri Place et Chevrier. Avant qu'on levât l'ancre, le capitaine du bateau vint lui-même nous faire des recommandations. « Il est défendu, nous dit-il, de communiquer entre vous. Je veux du silence, un silence absolu. Le premier qui élèvera la voix sera immédiatement mis au fer. Vous entendez ? Et je ne ferai aucune exception. Les hommes et les femmes seront soumis à bord à la même discipline. En cas de mutinerie, de révolte, vous voyez ces 2 braillards, et il désigna 2 canons dont la bouche était tournée vers le couloir. Au moindre geste de votre part, on mettra le feu à la mèche, et tant pis pour vous. Pendant 5 ou 6 jours, on côtoya les côtes. Une demi-heure dans l'après-midi, les encagés, c'est ainsi qu'on nous appelait, pour boire un peu d'air, étaient conduits sur le pont. Là, nous nous promenions mélancoliquement entre des filets tendus, sous le cruel regard des passagers d'élite et de leurs familles. Quand les côtes de France eurent complètement disparu à nos yeux, une sombre tristesse m'envahit. Je songeais à ma mère, dont j'étais maintenant bien séparée. Henri Rochefort et Madame Lemel avaient commencé à avoir le mal de mer dès le premier instant. La mer était forte, le vent soufflait en tempête, et j'apercevais par un hublot situé à l'arrière le sillage du navire qui faisait comme 2 rivières de diamants scintillant sous les feux du soleil. Pendant la courte apparition que nous faisions sur le pont, nous étions en butte au sarcasme et aux plaisanteries de certains passagers. Il y eut même un jour un incident à ce sujet. Un petit Godelureau, qui allait rejoindre son poste en Nouvelle-Calédonie, en poste de comptable, je crois, jugea bon de se moquer de nous et de nous décocher certaines épithètes malsonnantes. Un quartier-maître, un brave breton nommé Léonec, apostropha violemment notre insulteur. « Ce que vous faites là, monsieur, est dégoûtant. J'ai souvent conduit des forçats, et jamais, entendez-vous, personne ne s'est permis de les injurier. Ceux-ci ne sont pas des voleurs ou des assassins, ce sont des condamnés politiques. Nous devons les respecter. Et je vous assure bien que si j'étais à leur place, moi je n'aurais pas attendu 5 minutes pour déchirer mon filet et vous sauter dessus. » Le jeune fonctionnaire colonial se plaignit au capitaine, mais celui-ci donna absolument raison au matelot. À partir de ce jour, les passagers évitèrent de se montrer sur le pont dès que nous y apparaissions. Le lendemain, on nous fit reprendre notre promenade sur le pont. Le soleil était brûlant. Les hirondelles de mer venaient se poser sur les mâts. L'une d'entre elles, sans doute fatiguée de son long voyage, s'abattit à mes pieds. Je recueillis la pauvrette, lui donnai un peu de pain et l'emportai dans ma case, me promettant de la conserver durant tout le voyage. Mais au bout de quelques jours, le petit oiseau qui avait retrouvé toute sa force faisait des bonds désordonnés dans la caisse de bois où je l'avais enfermé. Je jugeais inutile de prolonger son martyre, sachant par expérience combien est dure et pénible la captivité. Quand on nous fit remonter sur le pont, je lâchai l'hirondelle, après avoir attaché à une de ses plumes un petit papier sur lequel j'avais griffonné ces 2 vers. « Les cadavres sont la semaille, l'avenir fera les moissons. » Louise Michel. La source principale qu'on a, c'est le rapport Appert. Le rapport Appert étant un rapport qui est présenté en mars 1875, donc il s'arrête à la fin de l'année 1874 et on estime qu'à la fin de l'année 1874, la répression judiciaire est allée théoriquement, puisque ça, en fait, ça va un peu continuer après, est allé à son terme. Et donc, le rapport Appert présenté en mars 1875, c'est la principale source des historiens pour connaître le nombre de prisonniers, le nombre d'arrêtés, le nombre de condamnés, quel type de condamnation,
etc. Donc, d'après le rapport Appert, on a 251 personnes en 1875 donc, qui ont été condamnées aux travaux forcés, donc au bagne. Sur ces 251 condamnés aux travaux forcés, il faut ajouter tous ceux qui avaient été condamnés à mort et dont la peine a été commuée à la peine de travaux forcés. Donc, en gros, on a autour de 320 condamnés aux travaux forcés. Les condamnés aux travaux forcés vont d'abord aller au bagne de Toulon et ensuite vont être envoyés, alors pour les hommes en Nouvelle-Calédonie, au bagne de l'île Nou, et pour les femmes, les quelques femmes sont envoyées au bagne en Guyane. Il y a 8 femmes qui sont condamnées à mort dont la peine va être commuée en travaux forcés à perpétuité, donc très peu de femmes. Une de ces femmes d'ailleurs va mourir en 1872, donc n'est pas envoyée concrètement au bagne en Guyane puisqu'elle est morte. Et en fait, parmi ces femmes, il y a des femmes jugées pour avoir été pétroleuses entre guillemets, donc pour avoir incendié Paris, au moment du fameux procès des pétroleuses en septembre 1871. Mais il n'y a pas que des femmes jugées pour avoir été pétroleuses entre guillemets. Il y a aussi des femmes qui ont été condamnées pour complicité d'assassinat. Je cite, c'est le terme qui est employé, complicité d'assassinat pour l'exécution notamment, mais pas seulement, d'otages. Bon, il y a des gens qui ont été déportés, c'est-à-dire qu'on les a envoyés loin. Et puis il y a des gens qui ont été condamnés aux travaux forcés, c'est-à-dire qu'on les a envoyés au bagne, et c'est pas la même chose. Et il suffit de regarder les mémoires de Jean Hellman, par exemple, pour comprendre qu'un bagnard et un déporté, c'est pas la même chose. Que Hallman et Rochefort, c'était pas la même chose, et que Hallman et Louise Michel, c'était pas la même chose. Voilà. Condamnés aux travaux forcés à perpétuité, donc je pense, il y avait Alexis Trinquet, que j'aime bien, qui est un communard, un élu du 20e arrondissement, cordonnier, qui est revenu après, qui est mort pas longtemps après l'amnistie. Il y a Gustave Marotto, qui était un journaliste, comme on en fait peu, c'était un très jeune homme, il était très exalté et très révolutionnaire. Et il a été condamné à mort, puis ça a été commué en travaux forcés à perpétuité, mais de toute façon il est mort assez vite au bagne de Nouvelle-Calédonie parce qu'il avait écrit un article dans lequel il disait qu'il avait très peur pour monsieur l'archevêque de Paris et qu'il fallait tuer tous ses otages. Et il a été condamné à mort pour cet article, ce qui est quand même un peu gros. Voilà. Donc oui, il était au bagne, ça veut dire qu'ils ont envoyé à Toulon, on leur a ferré des chaînes aux chevilles, et puis voilà, ils ont été ensuite trimballés jusqu'en Nouvelle-Calédonie, et puis ils ont été aux travaux forcés. Il y avait des sévices physiques, des condamnations à être fouettés, battus, etc. devant les autres. Il y avait une guillotine dans le bagne, ça n'a rien à voir avec la déportation. Qu'est-ce que c'est? On est jeudi. Ça vient d'en face, Philippe. Du bagne de l'île Nou. C'est le jeudi que les bagnards punis sont fouettés. Certains en meurent. Travaux de terrassement, travail dans les carrières. Et alors pour eux, les conditions sont absolument horribles, puisque ils sont donc au bagne de l'île Nou avec les condamnés de droit commun, avec les forçats de droit commun. Eux se considèrent, et à juste titre, comme des condamnés politiques. Et puis, il y a des punitions, notamment pour ceux qui s'évadent ou ceux qui contestent. Les forçats doivent assister toutes les semaines au supplice de la bastonnade. Donc, ils sont soumis à un certain nombre de punitions et d'exactions des geôliers. Ce bagne, ça a souvent été comparé par les communards qui avaient été condamnés au bagne de l'île Nou, ça a été comparé à l'enfer de Dante. Donc il y a beaucoup de mémoires ou de chansons, etc., qui comparent le bagne de l'île Nou à l'enfer de Dante. Donc laisse ici toute espérance. Louise Michel elle-même considère, je cite, que c'est le plus sombre cercle de l'enfer. À l'île des Pins, comme à la presqu'île du Caux, des sentinelles placées sur le territoire militaire avaient ordre de faire feu sur les déportés qui s'approchaient à 50 pas. Jeunes pour la plupart, actifs et laborieux, avec l'attitude universelle de l'ouvrier parisien, les déportés voulurent se refaire une vie.
Le rapporteur de la loi sur la déportation avait exagéré les 1000 ressources de la Nouvelle-Calédonie. La pêche, l'élevage du bétail, l'exploitation des mines, et représentait cette émigration forcée comme l'origine d'un nouvel empire français du Pacifique. Les déportés tentèrent d'arracher une apparence de patrie à cette terre si vantée. Ceux de la presqu'île, enfermés dans un territoire mort, menuisiers, forgerons, tourneurs, tailleurs, expédièrent à Nouméa leurs produits. Ceux de l'île des Pins s'offrirent à la construction d'un aqueduc, des magasins administratifs, de la Grande Route. 800 seulement sur 2000 furent acceptés, et leur salaire ne dépassa guère 80 centimes par jour. Les moins favorisés demandèrent des concessions. On leur accorda quelques bouts de terrain, 500 hectares pour 900 hommes, et à des prix très élevés. On leur vendit des graines et des outils. Quelques-uns firent à grand-peine rendre au sol de pauvres légumes. Les autres se retournèrent vers les entrepreneurs et les commerçants de Nouméa. Mais la colonie, étouffée par le régime militaire, tracassée par le personnel bureaucratique, de ressources très limitées, ne fournit de travail qu'à moins de 400. Encore beaucoup de ceux-là, abandonnés par leurs embaucheurs, durent-ils revenir à l'île des Pins traînés dans la brousse. On s'est trompé sur les ressources qu'offre l'île des Pins, avait été obligé de reconnaître le ministre de la Marine. Le résultat fut le suivant. Au milieu de 1873, une dépêche de ce même ministre de la Marine tombait à Nouméa. Le gouvernement versaillais suspendait tous les crédits administratifs alimentant les chantiers de l'État. Si l'on admettait, disait-il, le droit au travail pour les déportés, on ne tarderait pas à voir se renouveler le scandaleux exemple des ateliers nationaux de 1848. Versailles ne devait aucun travail à ceux qui l'avaient dépouillé de la faculté de travailler. Les chantiers se fermèrent. Les bois de l'île des Pins offraient de précieuses ressources aux ébénistes et quelques déportés fabriquaient des meubles fort recherchés à Nouméa. L'administration leur retira la permission de les faire transporter sur la Grande Terre. Et le ministre de la Marine de dire à la tribune que la majeure partie des transportés refusaient toutes sortes de travail. Au moment où elle écourtait la vie des déportés, l'administration convoquait aussi leurs femmes au ministère et faisait de la Calédonie une peinture enchanteresse. Elles y trouveraient, dès leur arrivée, une maison, des terrains, des graines, des outils. La plus grosse partie, flairant un piège, refusèrent de partir sans être appelées par leur mari. Certaines se laissèrent cependant persuader et furent embarquées sur un mauvais bateau avec des femmes de l'assistance publique expédiées pour l'accouplement des colons. Elles ne trouvèrent au débarquement que le désespoir et la misère. Le gouvernement refusa de les rapatrier. Voilà donc des milliers d'hommes, habitués au travail, à l'activité de l'esprit, renfermés oisifs et misérables, les uns dans l'étroite presqu'île du Caux, sous l'appel constant du garde Chiourme, les autres dans l'île des Pins, sans horizon que la mer déserte, vêtus de lambeaux, à peine nourris, tous à peine rattachés au monde par quelques lettres lointaines qui s'attardent 3 semaines à Nouméa. Dans les peines de déportation, il y a une distinction qui est faite entre la déportation simple et la déportation en enceinte fortifiée. Tout ça se passe en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est en 1872, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a été choisie comme lieu de déportation. Alors la déportation simple, c'est une déportation qui concerne le plus grand nombre de communards qui sont condamnés à la déportation. C'est une déportation qui se fait à l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, et qui prévoit, qui rend possible la possibilité de se déplacer à l'île des Pins, dans un rayon de 25 km, mais il faut donc une fois par mois faire connaître sa présence, donc il faut donc se manifester auprès des surveillants. Donc ça, il y a une liberté, disons, une liberté surveillée et une liberté restreinte, dans un rayon restreint. C'est la déportation simple, et puis en plus de la déportation simple, il y a ce qu'on appelle la déportation en enceinte fortifiée. Alors la déportation en enceinte fortifiée, c'est pas du tout une déportation close, hein, c'est une déportation à la presqu'île du Caux, en Nouvelle-Calédonie, donc qui ferme la rade de Nouméa, et là, donc il faut répondre à l'appel des surveillants, et en fait c'est une sorte de prison à ciel ouvert, si je puis dire, ou une sorte de prison naturelle, puisque les condamnés donc à la presqu'île du Caux, donc les condamnés à la déportation en enceinte fortifiée, en réalité ne peuvent pas s'échapper. Ils sont surveillés par des sentinelles, par un chemin de ronde sur les montagnes, au flanc des montagnes, et puis de toute façon il y a la mer. Le seul chemin d'une certaine façon pour pouvoir s'échapper, c'est Nouméa, mais de toute façon, il y a aussi l'administration coloniale à Nouméa. Donc
Alors, la vie des déportés en Nouvelle-Calédonie, que ce soit les déportés simples ou les déportés dans une enceinte fortifiée, de toute façon, ils vivent très globalement dans la misère. Alors, au départ, l'objectif qui avait été affiché, je dis bien, pour les déportés simples, c'était la colonisation agricole. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'était une colonie où il fallait qu'il y ait une colonisation agricole, une présence française dans le Pacifique, etc., etc. Et en fait, ces déportés simples, parfois ils reçoivent un bout de terre, mais de toute façon c'est un bout de terre extrêmement peu fertile. Et globalement, donc, ils vivent très, très difficilement. Et ceux qui ne reçoivent pas de terre peuvent travailler, mais ils vivent très difficilement, dans la misère. Et pour les déportés donc à la presqu'île Ducos, pour les déportés en enceinte fortifiée, c'est encore pire. Donc c'est des situations qui sont généralement dramatiques, d'autant qu'ils attendent toujours des nouvelles de France, des nouvelles de l'amnistie notamment. Alors après, il peut y avoir des déportés qui s'en sortent mieux, puisqu'il y a des déportés qui obtiennent l'autorisation de s'installer à Nouméa, donc il y a des déportés qui s'en sortent mieux, qui peuvent vendre aussi leurs produits, donc il y a toujours évidemment des différences, mais globalement c'est une situation qui est quand même une situation misérable. Louise Michel, pendant ces années de déportation en Nouvelle-Calédonie, beaucoup s'intéressait à la culture des Kanaks. Et il va d'ailleurs en forger de nouvelles conceptions de l'art et de la musique, en s'inspirant. Elle connaissait déjà aussi la musique du Maghreb, et voilà. Et ça va beaucoup l'intéresser, la culture kanak. Et d'ailleurs, c'est une des rares parmi les gens de la commune déportés en Nouvelle-Calédonie à avoir soutenu ensuite les révoltes des Kanaks, les révoltes anticoloniales des Kanaks. Je pense que les Parisiens n'avaient aucune sensibilité par rapport à la colonisation, par exemple, de l'Algérie, même si ceux qui les ont massacrés, c'était les mêmes qui avaient massacré en Algérie avant. Et ceux qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, ils n'avaient aucune sensibilité au fait qu'il y avait des gens dont c'était le pays qui vivaient là, qui n'étaient pas comme eux, certes, qui ne vivaient pas comme eux, mais je pense qu'aucun n'aurait eu l'idée de dire que c'était une civilisation différente, par exemple. C'est juste, c'était des sauvages. Et quand il y a eu les révoltes Kanaks en 78, il y a pas mal de déportés communards qui ont proposé d'aller aider à massacrer les Kanaks. Et qui l'ont fait. Bon, tous ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui étaient plus sensibles. Je pense qu'on peut lire les mémoires d'Allemagne, on peut voir ce que dit évidemment Louise Michel, mais bon, la question coloniale, c'était pas une question très facile pour les communards, disons. Alors Amouroux, quand Amouroux rentre, donc il a participé effectivement à la répression de l'insurrection kanak en 1878, et quand Amouroux rentre, il est plutôt du côté radical et il va être élu conseiller municipal donc en 1880, en 84 et puis après député en 85. Et en 85, donc au moment des élections législatives, effectivement, un certain nombre d'autres communards vont lui reprocher sa participation à la répression du mouvement kanak, donc de l'insurrection kanak de 1878, et notamment le fait que finalement il aurait essayé d'obtenir sa grâce en arguant du fait de sa participation et de ses bons services dans la répression de l'insurrection kanak. Donc ça lui est reproché en 85, mais de fait en 85, on est effectivement dans un mouvement, dans un moment, dans les années 80, de contestation par les radicaux et par les socialistes de la politique coloniale des opportunistes. Donc c'est lié aussi à ça, au contexte. Il y a eu aussi d'autres communards, puisqu'il y avait des communards derrière Amouroux qui ont participé à cette répression de l'insurrection kanak. Après, ce qu'ont montré les chercheurs et les chercheuses, c'est qu'il y a beaucoup de communards en Nouvelle-Calédonie qui avaient une vision quand même très lointaine
d'une part des Kanaks, de l'insurrection de 78 et de sa répression. C'est-à-dire que tous les communards n'ont pas participé à la répression de 1878, et de la même façon, c'est pas un seul qui a participé à la répression de 78. C'est un peu une exception, Louise Michel, sur l'intérêt pour les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a eu des travaux sur les communards et les Kanaks. Concrètement, ils étaient quand même séparés. Il y avait d'abord l'île des Pins, puis à la presqu'île du Caux, ils étaient séparés de la communauté kanak. Donc tout ça, c'était très lointain. C'est la grande insurrection en Algérie, qui va concerner une partie considérable de l'Algérie, qui sera réprimée également en 1871 et déportée, on le sait, kabyles ou algériens en Nouvelle-Calédonie. Je montre dans mon livre que les communards ne soutenaient absolument pas la révolte kabyle en Algérie. Au contraire, ils disaient aux soldats, mais plutôt que de venir nous réprimer, nous, peuple de Paris, allez réprimer les Kabyles. Donc on peut difficilement parler de convergence. Mais l'ennemi est le même. Et c'est le pouvoir impérialiste, quand même, auquel sont confrontées ces révoltes dans les premières colonies. Il y a une insurrection énorme, quelque temps avant la Commune, aux Antilles, où on a des mouvements extrêmement vifs contre les colons blancs. On brûle les plantations des Blancs dans les Antilles, pas à Haïti, là, dans les Antilles françaises. C'est très très important, à mon sens. C'est l'existence dans ces années de mouvements qui ne se passent pas dans les pays d'Europe occidentale, des mouvements considérables de révolte. Et il y en a beaucoup dans d'autres lieux, que ce soit classiquement en Pologne, mais même chez les Indiens d'Amérique du Nord, au Canada, au Brésil, en Europe orientale. On voit que c'est une période de révolte, de première révolte contre des formes de domination de l'Occident. Alors, attention, cette simultanéité qui est très intéressante, qui nous sort de voir la Commune comme seulement un mouvement d'Europe développé, lié au développement du mouvement ouvrier, mais qui nous sort de cette problématique. Ce peut être coïncidence et non pas convergence. Alors les exilés, on ne saura jamais quel est le nombre exact, puisque par définition, un exilé, c'est quelqu'un qui a échappé à la répression et donc qui part de façon clandestine. Donc c'est difficile de savoir exactement le nombre d'exilés. Alors on peut avoir une estimation parce que d'abord il y a des études qui ont été faites sur les exilés dans les différents pays d'accueil. En plus, il y a un certain nombre de condamnés. Et là, on connaît le nombre par l'intermédiaire du rapport Appert. Et donc, on sait qu'il y a 3300 condamnations par contumace. Donc, si ce sont des condamnations par contumace, il est très probable qu'il s'agisse d'exilés. Et donc, au minimum, 3000 exilés, mais en fait, on estime qu'on est autour de 5000 à 6000 exilés. Parce que dans les exilés, il y a effectivement les condamnés par contumace, mais il y a aussi tous ceux qui craignent la répression. Il y a aussi toutes les familles. Alors parfois les familles ne suivent pas, mais parfois elles suivent. Donc les exilés, c'est plus que le nombre de condamnés par contumace. Donc même si on ne connaît pas le nombre exact, 5 ou 6 000, qui sont dans différents pays européens, mais pas seulement. Les principales terres d'accueil sont la Grande-Bretagne, la Suisse, la Belgique. Ça, c'est vraiment les 3 lieux principaux d'accueil. Et puis, il y a des exilés qui vont aller en Russie, en Hongrie, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Donc voilà, une série d'exils dans différents pays d'accueil. Et le choix du pays d'accueil, ça dépend de beaucoup de choses. Le choix du pays d'accueil, c'est important parce que ça détermine aussi la vie en exil d'une certaine façon. Au départ, le gouvernement français fait des demandes d'extradition des réfugiés communards. Donc la Grande-Bretagne fait savoir qu'elle a une tradition d'asile et donc qu'elle ne fera aucune extradition. Donc la Grande-Bretagne, c'est un lieu sûr. Les chefs de la commune, enfin les chefs entre guillemets, donc en tout cas ceux qui ont dirigé le mouvement, vont plutôt se diriger vers la Grande-Bretagne. Le problème de la Grande-Bretagne, c'est la langue.
Là, il y a une barrière linguistique importante. En Grande-Bretagne, il y a une tradition aussi, certes d'asile, mais il y a aussi une tradition d'exil, puisqu'il y avait un certain nombre de communards qui avaient été déjà opposants au Second Empire et donc qui étaient déjà allés en exil en Grande-Bretagne. Donc il y a des réseaux. Il y a aussi un héritage dans cette tradition d'asile et d'exil qui fait qu'on va plutôt choisir la Grande-Bretagne malgré la barrière de la langue. On choisit la Suisse aussi pour la tradition d'asile, mais pas seulement. On a choisi la Suisse par exemple pour les communards de Lyon, tout simplement parce qu'il y a une proximité géographique. Et puis aussi, on choisit la Suisse, notamment la partie où on parle français, pour la raison linguistique. Donc il y a plein de raisons qui expliquent les choix des pays d'accueil. Et ça détermine aussi les conditions de vie, parce que quand on s'exile en Grande-Bretagne et qu'on ne parle pas la langue, eh bien évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de s'installer que en Suisse où on peut parler la langue. Donc au début, on a un certain nombre de communards qui rejoignent la Grande-Bretagne. Ces communards, ils ont une vie, d'après les témoignages qu'on a, très difficile quand ils arrivent, vraiment dans les premiers mois. Il y en a un certain nombre qui vont donner des leçons de français, sauf que comme il y en a beaucoup qui donnent des leçons de français, le prix de la leçon de français baisse, et puis il y a une concurrence forcément, et donc il y a un moment où ça ne permet pas de vivre. Donc il y a un grand dénuement au début dans les premiers mois, notamment en Grande-Bretagne. Et puis au fil des années, les communards et communardes vont finir par s'installer ou trouver un métier, etc. Difficilement d'ailleurs, parfois ces communards et communardes peuvent changer d'activité, changer de métier, mais les conditions d'exil dépendent vraiment des personnes. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'âge, ça dépend du type de métier. Alors par exemple, Lisa Garay, dans l'histoire de la commune, souligne que les ouvriers, les travailleurs manuels finalement, trouvent plus à s'employer que les lettrés, parce que ils ont un savoir-faire. Alors pour Lisa Garay, c'est une façon aussi d'insister sur le savoir-faire des communards, et donc sur le fait que ce sont des ouvriers qualifiés qui manquent à Paris. Mais néanmoins, c'est vrai, hein, ce sont des travailleurs manuels qui peuvent, par leur savoir-faire, se trouver à s'employer dans les pays d'accueil. Alors, on a l'exemple de Bronzier, on a l'exemple de tous ceux qui travaillent dans le commerce et dans le travail de la fleur artificielle, donc tous les articles de Paris, en fait. Et là, de fait, les travailleurs manuels arrivent, pas tous, mais arrivent à trouver un emploi. Donc, la situation en exil dépend de l'âge, elle dépend du type de métier qu'on fait. Pour les lettrés, c'est plus difficile, tout du moins au début. Elle dépend aussi de la situation sociale. Quand on est d'un certain milieu social, c'est pas du tout la même chose que s'exiler quand on n'a aucun revenu, aucun soutien en France. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que l'exil n'est pas le même pour tous. Il y a un lien très fort entre ces exilés. D'abord parce qu'il y a une proximité géographique tout simplement dans l'installation. Les communautés d'exilés s'installent dans des périmètres qui sont assez circonscrits finalement, des périmètres bien délimités, par exemple en Grande-Bretagne. Et ça reprend d'ailleurs les lieux des anciennes proscriptions. On voit très bien qu'il y a une concentration des exilés communards autour d'Oxford Street, autour de Fitzroy Square. Donc ils fréquentent les mêmes espaces géographiques et ils fréquentent aussi les mêmes lieux de sociabilité. Donc on le voit à Londres, on le voit en Suisse. Alors il y a une gravure extrêmement célèbre des communards en Suisse au Café du Levant. Donc il y a des cafés qui sont vraiment effectivement des repères de communards exilés. Donc il y a une forte sociabilité. Hein. Le problème, c'est que ces réfugiés sont proches. C'est à la fois des espaces de solidarité. Il y a aussi une entraide entre exilés, mais ça peut avoir l'effet inverse. C'est que c'est aussi des espaces où les dissensions arrivent vite, du fait aussi de ce rapprochement, de cette proximité. Et les dissensions arrivent d'autant plus vite qu'on a des vaincus. Et on a un échec qui est l'échec de la commune. Et donc l'exil, c'est aussi un lieu où les exilés vont se reprocher mutuellement l'échec de la commune, c'est-à-dire vont réfléchir aussi sur les causes de sa fin, et donc s'accuser mutuellement de la responsabilité de la défaite. Par ailleurs, à cela s'ajoute le fait que dans les années 1870, il y a tous les conflits de l'international, notamment les conflits entre la tendance marxiste et la tendance bakouniste pour aller vite. Et donc ces conflits de l'international, comme c'était aussi des militants, ces communards
Il y avait aussi un certain nombre de militants de l'Internationale, assez nombreux, et puis par ailleurs, c'était des militants politiques. Hein. Donc, il y en a pas mal qui sont pris dans ces conflits de l'Internationale. Donc, les dissensions qui existaient déjà en 1871, parce que la Commune n'est pas unie, hein. La Commune, c'est une diversité politique. Alors, elle est unie dans son combat, mais elle n'est pas unie dans sa tonalité politique. À cela se rajoutent les dissensions de l'exil, du fait de l'exil d'ailleurs, de la souffrance de l'exil. Ça ne veut pas dire que ils sont tous divisés, ils passent leur temps à s'injurier. C'est pas ça, parce qu'il y a encore une fois, il y a encore une solidarité, il y a une sociabilité, une solidarité claire, mais c'est des communautés qui sont très fermées sur elles-mêmes. Et donc, elles sont propices aussi aux dissensions. Il y a un communard que j'aime beaucoup, qui est Albertès, justement, c'est un bronzier, c'est lui qui a fait marcher la poste pour la Commune de Paris. C'est juste un ouvrier. Mais enfin bon, il était internationaliste, et puis c'était un militant syndical. Alors lui, il a réussi à quitter Paris après la Semaine sanglante. Il a été caché par des amis, d'abord dans le 11e arrondissement, puis dans le Marais, on ne sait pas trop où. Il est arrivé à Londres. Et puis là, il a eu beaucoup de mal à trouver du travail. C'était difficile pour les ouvriers français de trouver du travail à Londres. Et dans son cas, on dit que c'était un bronzier, mais qu'à Londres, ils en étaient encore à la fonte, donc les bronziers. Bon, en tout cas. Il y a un de ses copains qui est aussi un communard réfugié à Londres, qui avait besoin d'argent parce qu'il buvait, je crois. Et donc, il a écrit des rapports pour la police, qui lui étaient payés de quoi s'acheter à boire, et en particulier il écrit des rapports sur les copains, donc Albertès, des fois il n'a rien à dire, mais il a besoin d'argent, donc il écrit quand même. Et dans un de ses rapports, il dit il y a une femme qui est blanchisseuse, c'est sa femme, que sa femme est blanchisseuse et que c'est elle qui le nourrit, parce que... Et puis il dit, cette femme, il écrit peut-être une Madame Meunier. Plus c'est elle, il dit c'est elle qui l'a aidé à quitter Paris. Donc, pendant des années, on a écrit des histoires de la Commune dans lesquelles on parlait de Tess en disant en disant tout le bien qu'on pensait de lui, que je pense aussi, bien entendu, et puis aussi le fait que pendant l'exil à Londres, il avait été soutenu financièrement par sa femme qui était une blanchisseuse. Point. Personne n'est jamais allé chercher qui était cette femme. Okay. Donc il y a zéro archive, il y a rien. Il devrait y avoir des lettres, des choses sûrement, mais on ne connaît pas ça. Et le jour où vous voulez chercher qui était une femme dont la seule chose que vous savez, c'est que peut-être elle s'appelait Madame Meunier, sachant que c'est le nom du mari et pas son nom à elle, vous avez zéro chance. J'ai écrit un livre sur elle, je l'ai réinventé. C'est un roman du coup. Les questions portées à l'ordre du jour du Congrès devaient intéresser quiconque s'occupe de la question sociale. On savait d'autre part que la proscription française fournirait un contingent d'orateurs dont certains avaient une notoriété réelle. Une vingtaine de proscrits se rendirent donc à Lausanne, les uns dans l'intention d'y prendre la parole et de relever leur drapeau un instant abaissé, d'autres en qualité de correspondants des journaux radicaux de France, d'autres, enfin, dans le seul but d'assister au spectacle dérisoire d'une assemblée parlant de paix et de fraternité au lendemain du plus formidable égorgement qu'ait jamais enregistré l'histoire. La discussion fut laborieuse et semée çà et là d'incidents fort orageux. Parmi les réfugiés qui prirent la parole, citons Gaillard père, que quelques figaristes en villégiature à Lausanne insultèrent grossièrement. Madame Minck, qui se prodigua un peu trop dans la discussion, oubliant que la modestie est la première qualité d'une femme qui aborde la tribune. Madame André Léo, qui au cours d'un magnifique récit sur la dernière guerre sociale, laissa échapper une épithète malheureuse à l'adresse de Raoul Rigaud et de Ferré, etc., etc. Je passe sous silence les homélies de 2 ou 3 femmes excentriques, venues tout exprès à Lausanne pour jeter le ridicule sur la proscription.
les exilées femmes, elles sont encore plus difficiles à connaître que les exilés hommes, pour la bonne raison qu'elles sont moins surveillées. Donc comme la source des historiens, notamment des historiens et historiennes de l'exil, c'est quand même, alors certes les mémoires, etc., mais c'est aussi la surveillance, les espions, on a moins d'informations sur les femmes. Il n'en reste pas moins qu'on sait quand même un certain nombre de choses sur ces femmes. On ne sait pas le nombre exact de ces femmes qui sont parties en exil. On ne le connaît déjà pas pour les hommes, alors on le connaît encore moins pour les femmes. On sait un certain nombre de choses sur ces femmes aussi par des correspondances. Et là, je pense à la correspondance entre Victoire Thiner et Anna Babic, donc qui sont deux sœurs. Donc Anna Babic qui s'est mariée avec Jules Babic, qui est un membre de la commune pendant l'exil. Et donc ces deux sœurs, elles sont pas toujours au même endroit d'exil, et donc elles correspondent. Donc on peut savoir aussi quelle est leur situation en exil. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui travaillent sur le genre de l'exil, et donc qui mettent en avant le fait que comme elles étaient moins surveillées, elles avaient plus de marge de manœuvre, et donc qui réhabilitent une action des femmes dans l'exil qui n'avait pas été étudiée auparavant. Je parle pas que de la Commune, hein. D'ailleurs je parle de toutes les périodes d'exil au XIXe siècle, et de fait on a des militantes, donc des militantes de la Commune, des communardes, hein, ou même des militantes d'ailleurs du Second Empire, qui ont été communardes et puis ensuite se sont exilées et qui continuent de militer en exil. Elle continue de militer, donc par exemple dans le cadre des conflits de l'international. Elle continue de militer dans les sociétés de réfugiés. Par ailleurs, elles travaillent. Elles travaillent comme d'ailleurs elles travaillaient sous le Second Empire et pendant la Commune, hein, puisqu'il y avait des ouvrières qui travaillaient, et puis il y avait des journalistes, donc elles ont une activité, et puis il faut qu'elles vivent, donc elles travaillent aussi pour vivre, parce que il y a des femmes qui sont avec leurs compagnons, mais il y a des femmes qui sont parties seules aussi, et puis il faut qu'elles vivent. Donc par exemple Victoire Thiner, elle a 5 enfants, son mari a été fusillé, et Victoire Thiner, il faut qu'elle travaille aussi pour non seulement pour vivre, mais pour faire vivre ses enfants, parce qu'une des caractéristiques quand même de ces femmes en exil, c'est y compris pour les militantes, c'est que quand elles ont des enfants, elles s'occupent aussi des enfants. Donc elles sont blanchisseuses. Alors, si on prend par exemple le roman de Descaves, Philémon vieux de la vieille, qui a été écrit bien après, hein, mais qui est un roman aussi qui retrace l'exil des communards et le retour des communards. Donc on voit le couple, disons, principal, hein, du roman. L'homme est bijoutier et la femme est blanchisseuse. Donc elles travaillent comme blanchisseuses. Elles peuvent travailler également pour celles qui avaient été institutrices. Il y en avait beaucoup, hein, qui avaient été institutrices soit à la fin du Second Empire, qui avaient développé une volonté de laïcité, ou bien celles qui avaient été institutrices et qui au moment de la Commune avaient réfléchi sur l'enseignement, notamment l'enseignement des filles, eh bien elles vont continuer en fait à essayer d'être institutrices pendant l'exil, ou bien elles vont donner des leçons. Elles vont donner des leçons privées. Donc toujours Victoire Thiner, par exemple. Victoire Thiner va rejoindre la Hongrie dans les années 1870 et va donner des leçons en Hongrie. Il y en a qui travaillent, qu'on connaît par les sources, qui sont des militantes. Et effectivement, il y a une agentivité de ces femmes en exil. Maintenant, quand on voit la gravure, la fameuse gravure des lieux de sociabilité du Café du Levant en Suisse, il n'y a que des hommes. Donc il ne faut pas croire non plus que ces femmes soient partout, tout le temps avec les hommes, partout dans ces lieux de sociabilité. C'est pas pour rien que cette gravure représente uniquement des hommes au Café du Levant. Voilà. Même face contre terre, en forme et les barricades, ils feront autorité pour que se tiennent les cantines malgré les brassardiers. Pour tous les nomades, pour tous les nomades.
Les idées somment la femme et l'homme libres de résister aux obus. Bien après les funérailles, pour tous les nomades, pour tous les nomades.